je préside le comité de bassin, je vais vous expliquer ce que c'est. Et je préside également le Cercle français de l'eau. Je pourrais vous dire aussi ce que c'est. Je suis pas mal sollicité en ce moment, puisque demain, j'aurai une intervention au CESE sur la question de l'eau. Le ministère vient de lancer une grande consultation pour parler du projet de transition écologique, et la Première ministre a voulu placer l'eau comme un sujet majeur de la transition, après l'été qu'on vient de vivre en matière de canicule et de sécheresse. Bref, l'actualité autour de l'eau est tonique, si je puis dire. Et chacun a bien compris, à travers ce qui se passe aujourd'hui sur Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, que si on n'y prend pas garde, on n'est pas loin de vivre la guerre de l'eau en métropole. Alors, quand je vous dis que je ne sais pas comment commencer mon propos, j'ai combien de temps d'abord? Moi, j'ai fait une intervention d'1 heure avec les questions, les réponses. Enfin, voilà. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'avoir un exposé peut-être d'une demi-heure. Oui. Puis après, on fera questions-réponses. Ouais, très bien. Parfait. Alors, moi, j'aime bien dire d'où je viens. Et finalement, là où je vis, en Bretagne, les choses sont assez simples. Et je trouve que dans ce monde de l'eau, on a tellement complexifié les choses qu'aujourd'hui, personne n'y comprend plus rien. Si je vous dis ça, c'est que quand on vous parle de SAGE, de SDAGE, de PTGE, de CBEMA, de GEMAPI, aujourd'hui, les gens ne comprennent plus de quoi on parle. Et pourtant, les choses sont assez simples. Alors, quand je vous dis que je suis breton, la Bretagne a une particularité, mais qui, en fait, vue à l'échelle de la Terre et du monde, qui est assez simple et qui explique assez bien aujourd'hui la problématique de l'eau. En Bretagne, d'abord, on a une réputation, c'est qu'il pleut pas mal. Et c'est quelque chose aujourd'hui plutôt de positif par rapport à ce qu'on vit, aux sécheresses et tout ça. Mais savez-vous que la Bretagne, jusqu'à il y a une dizaine de jours, était encore en alerte sécheresse? La Bretagne. Je ne vous parle pas du sud de la France, je vous parle de la Bretagne. En alerte sécheresse. C'est-à-dire que la situation qu'on vit en termes de dérèglement climatique est en train de s'accélérer et prend des proportions qu'on n'avait jamais imaginées. Alors la Bretagne, c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la première région qui a été touchée sur toutes les questions de qualité d'eau, notamment de nitrates à l'époque à cause des problèmes d'élevage. Et c'est une région aujourd'hui qui est plutôt bien arrosée et qui est aussi touchée par le phénomène de sécheresse. Donc c'est intéressant à partir de cet exemple de vous poser et de nous poser collectivement la question de l'eau. Alors la Bretagne a une particularité, c'est que c'est le massif armoricain. Le massif armoricain, c'est une roche très ancienne, très dure, peu perméable, et avec peu d'eau souterraine. Et par contre, un réseau de petits fleuves assez intense, puisqu'on a 30 000 km de cours d'eau dans la région. Et on a surtout une particularité, c'est que toute l'eau qui tombe en Bretagne s'écoule en Bretagne, s'infiltre en Bretagne et se jette en Bretagne. Et ça, c'est une particularité que peu de régions ont, à part la Corse, évidemment, mais c'est intéressant pour comprendre la question de l'eau. Quand l'eau, elle tombe, et jusqu'à présent, elle tombait en abondance en Bretagne, elle est de qualité. Encore. Si elle est dégradée sur nos littoraux, c'est-à-dire à l'exutoire du massif armoricain,
c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé à terre. Et ça, il faut comprendre ça. C'est assez simple, mais il faut le comprendre. Donc, ça veut dire que lorsque l'eau, elle tombe, elle s'infiltre, elle s'écoule, elle suit les fleuves et elle se jette à la mer. Et si, à la mer, on reçoit des nutriments, du phosphore, des nitrates, des pesticides, des microparticules de plastique, ben c'est tout simplement que les Bretons et les Bretonnes, sur leur territoire, ont rejeté ces nutriments. Et personne d'autre. Et personne d'autre. Et encore une fois, je vous ai dit que l'eau, quand elle tombe, elle est encore de qualité. Donc, ce qui veut dire que la responsabilité de la qualité des eaux des fleuves en Bretagne, des petits fleuves, bien sûr, elle est de la responsabilité pleine et entière des Bretons et des Bretonnes. Le deuxième constat qu'on peut faire, sur des choses assez simples comme ça, c'est de se dire que c'est bien le développement économique et l'aménagement des territoires bretons qui fait la qualité des fleuves en Bretagne et des rivières, et pas autre chose. Et c'est bien la manière dont on va faire de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisation. C'est bien lorsque l'on supprime du bocage, des zones humides et tout le reste, que l'on entretient ou pas nos fleuves et que du coup, nos fleuves sont impactés ou pas par les activités humaines. Et c'est personne d'autre. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Parce que du coup, ça place les Bretons et les Bretonnes et tous les acteurs d'un bassin hydrographique au centre des responsabilités. La deuxième chose que je voulais vous dire sur la Bretagne, et après je reviendrai évidemment au national, rassurez-vous, c'est que lorsqu'on regarde l'état des masses d'eau en Bretagne, aujourd'hui, au titre de ce qu'on appelle la directive cadre européenne. Alors déjà, le terme que j'utilise est compliqué, mais il y a une directive qui fixe les normes sur la qualité de l'eau en Bretagne. La Bretagne a été la première région d'Europe à rentrer dans le contentieux sur les nitrates, parce qu'on avait trop de nitrates dans nos rivières. Et les nitrates, ils ne provenaient exclusivement qu'un dérèglement de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a tellement produit en agriculture en Bretagne, on a fait du cochon, on a fait de la volaille, on a fait du poulet, on a fait de l'artichaut, on a fait du chou-fleur, on a tout fait ça. Qu'à un moment donné, les sols étaient saturés de déchets agricoles et ne pouvaient plus absorber par les plantes ces déchets, qu'on retrouvait donc l'excédent dans nos rivières et dans nos fleuves. Et c'est pour cette raison, et parce que on est sur le massif armoricain et que les transferts d'eau sont rapides, puisqu'on n'a pas de nappe d'eau souterraine profonde, qu'on a été la première région d'Europe à être touchée par le phénomène. Donc c'est bien le modèle agricole, l'agriculture de nos territoires qui a impacté la qualité de l'eau de nos fleuves et impacté plutôt que les autres parce que le transit hydrographique est très rapide. La troisième leçon que je tire de la Bretagne, c'est que quand les Bretons se sont réveillés avec des rivières polluées, ils ont décidé d'agir. Et d'agir, ça a été de reconnaître la responsabilité de l'agriculture et d'agir pour qu'on réduise ces pollutions. Et au moment où je vous parle, la Bretagne est la première région d'Europe à sortir des contentieux sur les nitrates. Ça veut dire que les Bretons, les agriculteurs bretons, ont pris conscience de ce dérèglement et ont pris des mesures pour le régler. Et ça a marché. Ça a marché avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs. Et ça, c'est une leçon aussi à tirer de l'exemple breton. Une autre leçon à tirer de l'exemple breton, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a 40% des masses d'eau conformes.
ou un peu moins. Ça veut dire qu'on a un peu plus de 60% des masses d'eau qui sont non conformes. Mais savez-vous que la Bretagne est aujourd'hui l'une des régions métropolitaines qui a le meilleur état des masses d'eau? Et pourtant, la Bretagne est souvent montrée du doigt. Ce qui veut dire qu'ailleurs, c'est encore pire. Une autre leçon à tirer, c'est que quand on dit que la Bretagne a 40% de ses masses d'eau conformes, quand on regarde avec un peu de précision les choses, on s'aperçoit que les choses sont totalement différentes de l'est à l'ouest de la Bretagne. Puisqu'à l'ouest, en Finistère, département que connaît bien Guy, on a 70% des masses d'eau conformes. Et en Ille-et-Vilaine, on a 3% des masses d'eau conformes. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, la production porcine ou la production agricole était plus forte à l'ouest qu'à l'est. Et malgré cela, on nous dit 70% des conformes étaient à l'ouest, en Finistère, et 3% à l'est. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'ouest, donc en Finistère, il pleut 1,20 m en moyenne, quand à l'est de la Bretagne, il pleut moins de 600 mm. État des masses d'eau en Pays de la Loire. Je vous ai dit 40% en Bretagne. 11% de masse d'eau conforme en Pays de la Loire. 11%. 2% en Loire-Atlantique. 1% en Vendée des masses d'eau conformes. Pourquoi? Parce que moins il pleut, plus c'est dur. Et plus ça se développe, plus c'est dur. Et quand je dis plus ça se développe, aussi bien sur la question agricole que sur la question industrielle, que sur la question de l'urbanisation. Ce qui nous ramène à une chose très simple, c'est qu'à un moment donné, on va s'apercevoir que le territoire le plus en difficulté sur son développement économique et sur son aménagement du territoire, le département le plus attractif aujourd'hui de Bretagne, est le département qui a le moins de capacité à recevoir des populations. Parce que moins vos eaux sont conformes, moins vous avez de capacité épuratoire, et surtout, moins vous avez de possibilités de prélever de l'eau pour les activités économiques. Alors l'eau, c'est 80% de l'énergie en France a besoin d'eau, 100% de l'agriculture a besoin d'eau, 100% de l'urbanisation a besoin d'eau. Donc sans eau, pas d'urbanisation, pas d'agriculture, pas d'industrie, pas d'énergie. Voilà le constat de la Bretagne. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire à travers cet exemple, c'est que l'eau est aujourd'hui une ressource qu'on découvre qui n'est plus inépuisable. Elle est fragile et elle est au cœur de notre développement à tous. Et sans eau, pas de développement. Et après la sécheresse et la canicule que l'on vient de vivre, que certains peuvent considérer comme un épisode du dérèglement. Mais épisode du dérèglement, lorsqu'on regarde les rapports du GIEC, qui vont se reproduire de manière de plus en plus accélérée dans les années qui vont venir. Alors pour la Bretagne, c'est clair, on nous dit vous aurez autant d'eau sur l'année, mais vous aurez plus de sécheresse et plus d'inondations. Et surtout des températures qui, je ne sais pas si vous imaginez, mais pour les Bretons c'était incroyable, mais qui ont dépassé les 40 degrés cet été. Et l'eau doit être évaluée aussi dans sa capacité à desservir les activités quand tout le monde en demande et quand il n'y en a pas, c'est-à-dire en période de pointe. Donc l'eau est très abondante l'hiver, mais va devenir de plus en plus rare l'été, avec des températures qui vont être de plus en plus hautes. Donc tout simplement,
C'était la première explication pour vous dire que l'eau est au cœur de nos territoires. Et que sans eau, c'est le facteur limitant, à mon avis, au développement de l'urbanisation et de l'agriculture et de l'industrie et de l'énergie. Donc un sujet extrêmement important. Sécheresse 2022, été 2022. Là, je vais élargir mon propos au comité de bassin. Donc, comité de bassin Loire-Bretagne, puisqu'il y a 6 comités de bassin en France. Loire-Bretagne, Artois-Picardie, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée-Corse, Adour-Garonne. Voilà. Donc, organisé en grand bassin hydrographique, conformément à la loi de 64 sur l'eau. Comme la Bretagne, on ne savait pas où la mettre, on la met avec la Loire. Ça n'a pas été une mauvaise chose, mais le bassin hydrographique de la Loire, ce n'est pas le bassin hydrographique de la Bretagne, vous imaginez bien. Alors, comment on a vécu l'été 2022 ? L'été 2022, c'est des températures qui ont dépassé 40 degrés à Clermont-Ferrand. C'est les sources de la Loire qui commencent à affaiblir. On nous dit moins 30% d'eau dans le Massif central en 2050, donc dans peu de temps. C'est assez simple à comprendre aussi, parce que comme il neige plus, ou quand il neige, ça fond tout de suite, évidemment, il n'y a pas de soutien d'étiage. Cet été, c'est Nantes qui a failli manquer d'eau, puisqu'il n'y avait pas assez d'eau dans la Loire, et donc la mer rentrait dans la Loire et venait contrarier avec l'eau salée la prise d'eau de Nantes, 600 000 habitants. C'est des centrales nucléaires qu'on a eu du mal à refroidir, puisqu'on s'est rendu compte que la température de l'eau augmentait plus vite que la température de l'air. Autant d'exemples qui nous démontrent que cette ressource, elle est vitale, essentielle. J'aime bien utiliser aussi l'exemple de la production mythilicole en Bretagne, par exemple, cette année. On s'est rendu compte que les huîtres et les moules n'avaient pas grossi, avaient eu une baisse de croissance de 20% cette année. Tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'eau saumâtre qui arrive sur les littoraux. On nous dit qu'en Vendée, l'élevage des huîtres devient difficile parce qu'il n'y a pas assez d'eau saumâtre et que le marais de Poitevin fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'alimenter le littoral, il réalimente la nappe qui est derrière. Donc tout ça doit nous amener à réfléchir sur, encore une fois, cette ressource qu'on avait considérée comme inépuisable et qui ne l'est pas. Alors, élargissant mon propos, je vais repartir de la loi de 64 sur l'eau, qu'a créé les comités de bassin. La loi de 64 qui était une loi novatrice. La loi de 64 a dit 3 choses importantes. La première, elle a créé la gestion par bassin hydrographique, ce qui est d'une cohérence implacable, l'eau de l'amont vers l'aval, et franchement, de reconnaître le bassin hydrographique, c'est quelque chose d'hyper pertinent. La qualité de l'eau à Nantes dépend de ce qui se passera aussi dans le Massif central. Par exemple, Guy l'a dit tout à l'heure, Loire-Bretagne, c'est 30% du territoire métropolitain. La deuxième chose qu'a créé la loi sur l'eau de 64, qui était originale, je trouve, c'est la création des agences de l'eau. C'est-à-dire que tout le monde paye une redevance quand on consomme de l'eau sur le réseau public, et que cette redevance vient alimenter une caisse qui redistribue de l'argent pour protéger, préserver, améliorer la qualité de l'eau de nos concitoyens. Et force est de reconnaître que la France a plutôt bien réalisé la desserte en eau potable de ses populations, l'assainissement, il reste toujours à faire, mais c'est quand même pas mal. Les redevances de l'eau en Bretagne, les redevances de l'eau en France aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros. Donc c'est pas rien, par an. Donc redistribuer. La troisième chose qu'a inventé la loi sur l'eau de 64 et qui vous concerne directement, c'est la démocratie participative. C'est-à-dire que moi, je préside un comité de bassin qui regroupe des élus
des agriculteurs, des industriels, des acteurs de la société civile, des associations de protection de l'environnement, des pêcheurs, des consommateurs. Et ensemble, on a pour mission de planifier la gestion de la ressource en eau sur notre périmètre hydrographique. C'est la démocratie participative avant l'heure, et je trouve que c'est plutôt une belle chose. La deuxième loi qui est importante, c'est la loi de 92. La loi de 92 qui a dit on va décentraliser la politique de l'eau dans les territoires. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir tout se passe d'Orléans, qui est le siège de l'Agence de l'eau et du comité de bassin Loire-Bretagne, c'est de décentraliser à travers ce qu'on a appelé la politique des SAGE, schéma d'aménagement de gestion des eaux, en créant ce qu'on appelle les commissions locales d'eau. Donc des mini-parlements de l'eau autour des petits fleuves pour poser les problèmes. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que, encore une fois, le breton que je suis, c'est que les problèmes de l'Ille-et-Vilaine ne sont pas les problèmes du Finistère, je vous l'ai dit tout à l'heure, et encore moins ceux du Massif central. Donc la décentralisation de l'eau, c'est plutôt une bonne idée à travers la loi de 92. Donc finalement, la France a un dispositif d'anticipation, de gestion de l'eau qui est plutôt intéressant, qu'a d'ailleurs fait école dans le monde entier. Alors pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi on en arrive à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui? Je vais vous donner mon point de vue, qui n'est que mon point de vue, mais avec un peu d'expérience quand même. Le premier problème qu'on a, c'est que les périmètres hydrographiques ne sont pas les périmètres politiques. Je m'explique. Les problèmes de qualité de l'eau à Nantes, ils se gèrent aussi dans le Massif central. Et ça, on ne sait pas faire. Et on ne savait déjà pas faire quand il y avait beaucoup d'eau. Mais quand on va se battre pour la retenir, pour la garder ou pour la partager, ça va être compliqué. Donc, première difficulté que je vais qualifier de la légitimité des bassins hydrographiques. Pour moi, elle est très faible, pour ne pas dire inexistante. Et ça, c'est un premier problème. Mais qui est un problème fondamental. Qui décide? Le deuxième sujet, parce que qui décide, ça veut dire que, imaginons un instant, une activité économique qui rapporterait des emplois dans un territoire et qui rejetterait ses rejets ou prélèverait beaucoup d'eau dans un autre. Qui décide du partage, des usages, etc. Première chose. Deuxième chose, l'incohérence des politiques publiques. Je vous ai dit tout à l'heure que la politique de l'eau n'est surtout pas une politique environnementale. Surtout pas. C'est le fruit du développement économique et de l'agriculture et de l'aménagement du territoire. Et il faut bien comprendre ça. On nous a fait croire que la politique de l'eau était une politique sectorielle environnementale. C'est surtout pas ça. C'est le résultat de la manière dont on va développer l'agriculture et l'aménagement du territoire. Et ça, on ne sait pas faire en France. On ne sait pas faire ça. Et pour vous donner un exemple, la politique agricole commune ne parle pas à la politique de l'eau. Comment voulez-vous réussir la politique de l'eau si vous ne parlez pas à la politique agricole commune? Donc, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est le problème des solidarités et du financement. Solidarité entre l'amont et l'aval, la ville, la campagne. Je vais vous citer un exemple. La protection de la prise d'eau de Nantes, que j'ai utilisé tout à l'heure. 600 000 habitants, quand même, sur la Loire. Ce n'est pas Nantes qui va régler les problèmes de qualité de l'eau de sa rivière, de son fleuve. C'est ceux qui sont en amont. Les bénéfices vont être tirés par qui? Par Nantes, qui va bénéficier d'une eau de qualité ou d'une eau dégradée. Donc la question, c'est comment on indemnise ceux qui sont au-dessus, par exemple, pour préserver du bocage, pour préserver des zones humides, pour préserver des fonds de vallée.
Et comment on met en place des solidarités entre celui qui bénéficie d'une eau pour son industrie, pour son développement économique, pour son urbanisation, et quel retour il fait à la campagne pour la préservation des milieux. Et force est de constater qu'en France aujourd'hui, plus vous industrialisez, plus vous imperméabilisez, plus vous urbanisez, plus vous avez de taxes, plus vous avez de fiscalité. Et à l'inverse, quand vous êtes en campagne et qu'on vous dit il faut préserver vos têtes de bassin versant, il faut préserver vos zones humides, il faut préserver vos fonds de vallée, vous mettez en place des zones de protection pour vos propriétaires, pour vos agriculteurs, pour vos communes. Et la question c'est, qu'est-ce qu'ils ont en retour? Rien. Et pourtant, ils protègent le bien commun. Donc, si on veut réussir une politique de l'eau, il faut aussi récompenser ceux qui protègent le bien commun, l'eau, la biodiversité, les milieux. Donc, c'est le troisième point important. Premier point, gouvernance hydrographique. Deuxième point, cohérence des politiques publiques. Troisième point, fiscalité, solidarité. Et les trois messages que je voulais porter à votre attention. Pour finir, en n'ayant pas oublié la question de Guy, à quoi peuvent servir les conseils de développement? Je vous dis que dans le paysage que je vous ai décrit, tous les éléments sont en place pour que la guerre de l'eau ait lieu en métropole. Entre ceux qui auront l'eau et ceux qui ne l'auront pas. Ceux qui devront la protéger sans moyens et ceux qui l'utilisent pour se développer. Donc, si on ne retrouve pas du sens commun, du collectif autour de ces sujets, eh ben, des Saintes-Solines, je fais référence aux bassines des Deux-Sèvres, il y en aura d'autres. Vous savez que la production de haricots verts en France, à plus de 60%, elle est bretonne. Cette année, la production a diminué de 50% parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc tout ça va avoir des conséquences sur même la production agricole, la production agroalimentaire, sur notre autonomie alimentaire, bref, sur nos vies, quoi. Donc le sujet est très sérieux. Et je pense que plus que jamais, on a besoin de partager. Et partager en vous remerciant de m'avoir convié à vos travaux, avec notamment les conseils de développement. Moi, j'ai été longtemps président d'un pays avec un conseil de développement. J'ai même créé un conseil de développement à l'époque, il y a 20 ans, sur la communauté de communes dont j'étais président. Donc, je suis convaincu de l'intérêt de la démocratie participative. Et je pense que plus que jamais, il serait utile que les conseils de développement s'approprient le sujet de l'eau et voire même contribuent au fonctionnement des comités de bassin. Voilà.